Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui c'est le retour de Rénal Duberger pour sa chronique. Alors bon, la dernière fois je ne l'ai pas présenté correctement, alors là je vais rappeler quand même un moment important de sa carrière. Il a été professeur fondateur de l'Université du Québec à Chicoutimi où il a enseigné la géophysique pendant plus de 30 ans. Ses intérêts de recherche sont en séismologie et en géophysique appliquée à l'environnement et aux eaux souterraines. Il a été le premier sismologue à installer des sismographes sur le terrain en vue d'étudier la région la plus active dans l'est de l'Amérique du Nord, la zone de Charlevoix-Kamouraska. Et puis, il a pris sa retraite récemment, mais il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, ainsi que de la Société d'art et d'histoire de Beauport. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, ça se sent d'ailleurs, dans plus de 60 pays. Et c'est un mélomane aussi, donc il a beaucoup de qualités et de centres d'intérêt. Mais donc là, pour finir, depuis 5 ans, il est dans la région de Québec. Et il est responsable d'une station sismographe du réseau sismographique de l'Est canadien et de la Commission géologique du Canada. Donc, pour tout dire, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un expert reconnu depuis des années. Alors aujourd'hui, sa chronique, il a choisi de parler de la carboneutralité canadienne. On va voir ce que c'est. À partir d'un billet de travaux d'un ami à lui, Christian Girondeau, auteur de plusieurs ouvrages sur le climat. Voilà. Donc je te laisse la parole, Rénal. Alors, c'est quoi la carboneutralité ? Bon, le Canada, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres pays, je pense par exemple à l'Europe en général, s'est engagé il y a déjà plusieurs années à atteindre ce qu'on appelle la carboneutralité en 2050. En anglais, on appelle ça le net zero, c'est-à-dire aucune émission de gaz carbonique, de CO2, due à la consommation à de carburants fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Quels sont les chiffres? Alors, les chiffres que je vais donner, là, ce n'est pas mes chiffres à moi, là, c'est des chiffres du GIEC, c'est des chiffres du gouvernement canadien. Le Canada émet environ 0,670 milliards de tonnes de CO2 à chaque année par la combustion des carburants dits fossiles. 0,670 milliards de tonnes. Dans son dernier résumé pour les décideurs de son rapport AR6, le GIEC précise ce qui suit. Le GIEC, j'ouvre la parenthèse, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Je souligne ici que ce n'est que dans la définition francophone qu'on appelle ces gens-là des experts, parce qu'à l'origine, cette créature de l'ONU s'appelle IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, pas expert, panel. Ce sont des francophones qui les ont déclarés experts. C'est un groupe essentiellement politique qui collige, qui ramasse les données scientifiques publiées sur le climat au cours d'une certaine période de temps, d'un certain nombre d'années, et qui les publie sous forme d'un rapport que des milliers de pages que personne ne lit. Ce que les gens lisent, c'est ce qu'on appelle, c'est le document auquel je réfère présentement, le résumé pour les décideurs, qui s'adresse à des scientifiques, surtout à des politiques et aussi aux médias. Dans son dernier rapport, AR6, publié en 2021, le GIEC précise ceci, et je cite, le présent rapport AR6 réaffirme avec un haut degré de confiance la conclusion du rapport précédent AR5 quant à l'existence d'une relation presque linéaire entre les émissions cumulées de CO2 d'origine anthropique et le réchauffement terrestre. Chaque millier de milliards de tonnes, donc chaque 1000 milliards de tonnes d'émissions cumulées de CO2 est probablement à l'origine d'un réchauffement de la surface terrestre compris entre 0,27 degrés Celsius et 0,63 degrés Celsius. Et là, je dois apporter une précision. Dont la meilleure estimation, là, on l'a mis entre les deux, serait de 0,45 degrés Celsius. Pourquoi un tel écart?
de 0,27 jusqu'à 0,63, c'est parce qu'il y a un paramètre ici qui est extrêmement important si on croit que le CO2, je dis bien si l'on croit que le CO2 d'origine humaine a une influence significative sur le climat, c'est le paramètre qu'on appelle la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est l'augmentation de température qu'on aura dans la basse atmosphère pour un doublement de la quantité de CO2 atmosphérique qu'on jette dans l'atmosphère. Alors, ça va du simple au triple. Les scientifiques, hein, la communauté scientifique qui étudie ce phénomène du changement climatique ne s'accorde pas sur un chiffre de sensibilité climatique. Le plus faible, 0,27 à peu près, jusqu'à la plus forte, 0,63 degrés Celsius d'augmentation pour 1000 milliards de tonnes de CO2, de dioxyde de carbone. Et cette relation implique que la suppression totale des émissions anthropiques de CO2 serait, selon le GIEC, là, toujours une nécessité pour stabiliser la hausse de la température terrestre due aux activités humaines. Je vais rappeler ici une prémisse bien importante qui a donné naissance au GIEC, c'est que la raison d'être du GIEC, c'est d'étudier l'influence humaine ou les conséquences de l'influence humaine sur le climat. On ne s'est même pas posé la question d'entrée de jeu si l'homme avait une influence significative sur le climat. On déclare d'entrée de jeu que l'homme a une influence sur le climat et on veut déterminer quelles sont les conséquences, entre guillemets, désastreuses de cette influence-là. Donc, avec nos 0,670 milliards de tonnes d'émissions canadiennes annuelles, hein, sur un total mondial d'environ 34,3 milliards de tonnes, le Canada, à lui seul, serait responsable de moins de 2 des émissions anthropiques totales planétaires. 2 On dirait much ado about nothing, comme dirait Shakespeare. Hein? C'est pas grand-chose. Donc, pour répondre aux demandes du GIEC, le Canada s'est engagé à supprimer totalement ses émissions de CO2 à l'échéance de l'année 2050. Puis, ce cirque à propos des voitures électriques, c'est une des conséquences et une des démarches qu'on entend mettre de l'avant là, pour atteindre cet objectif-là. Et ceci réduirait de à peu près 9 milliards de tonnes nos émissions cumulées d'ici 2050 par rapport à ce qu'elles auraient été sans aucune réduction. Alors, si on en revient au chiffre même du GIEC, d'une élévation de température en moyenne de 0,45 degrés Celsius pour chaque 1000 milliards de tonnes émises, l'impact du Canada sur la température de la Terre, si on s'embarque dans cette réduction-là, dans ce pacte-là, ça serait une réduction de 0,004 degrés Celsius en 2050. 4 millièmes de degrés Celsius en 2050, ça serait la part du Canada dans la diminution de la température globale. Puis, si on étend ça jusqu'en l'an 2100, on aurait 0,019 degrés Celsius en l'an 2100, de moins que si on ne faisait aucun effort pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, les efforts canadiens n'ont aucun sens à moins que le reste du monde réduise puis supprime totalement ses émissions en accord avec les demandes du GIEC. Et le reste du monde, ben, c'est les pays qui sont surtout en développement présentement. Hein? Donc, on doit convenir que le Canada ne s'est pas engagé vraiment sérieusement sur la voie de la réduction de ses émissions quand on regarde ce qu'on a fait là, parce qu'on continue d'exploiter ce que les environnementalistes appellent le pétrole sale de nos sables bitumineux de l'Alberta. Hein? On n'est pas un modèle de vertu
en réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pas plus d'ailleurs que les États-Unis qui, grâce à la détermination de Donald Trump, il ne faudra pas l'oublier, sont devenus totalement énergiquement indépendants en explorant puis exploitant ce qu'on appelle les pétroles puis les gaz de schiste, là, qui sont en réalité des gaz de shale. Hein. Donc, ce sont en réalité les pays qui sont, que je viens de dire, émergents, là, qui sont en ce moment à l'origine d'à peu près les 2 tiers des émissions planétaires. Et toutes ces émissions-là devraient augmenter, on pense, d'après l'Agence internationale de l'énergie, d'à peu près 13% d'ici 2040. Hein? Donc, ça va porter ça, leur responsabilité en 2040 environ à 76% de toutes les émissions. On prévoit, par exemple, que l'Inde, hein, qui est maintenant le pays le plus peuplé au monde, va augmenter ses émissions de 50% d'ici les 20 prochaines années. Il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est le pays qui contient les plus colossales réserves de charbon au monde et y en ont pour encore plus qu'un siècle. Il faut se rentrer ça dans la tête. Et ils n'ont pas les moyens nécessairement de construire des centrales nucléaires, ils n'ont pas non plus les ressources pour faire des barrages, d'avoir ce qu'on appelle de l'énergie propre. Attendez-vous à ce que les Indiens développent davantage de centrales thermiques au charbon. La Chine également. En ce moment, c'est la championne de la construction de centrales au charbon. Je ne sais pas combien par mois ils construisent. Donc, ils réalisent en même temps, la Chine, de plus en plus de parcs solaires puis de parcs éoliens, ce qui aura nécessairement comme conséquence la nécessité d'avoir de plus en plus de centrales thermiques pour pallier à l'intermittence de ces énergies éoliennes et solaires. Hein? Donc, les énergies fossiles, à l'heure actuelle, répondent à peu près à 80% des besoins énergétiques de la planète. Et assez paradoxalement, l'expérience montre que plus que le temps passe, plus les réserves qu'on appelle prouvées augmentent. Et ça, c'est dû en partie aux efforts croissants en exploration, hein, de gaz, pétrole, charbon, et aussi au développement, surtout de nouvelles technologies, comme la fameuse fracturation hydraulique, là, qui nous permet d'exploiter les gaz dits de schiste. Il est donc, à mon avis, et à l'avis aussi de d'autres scientifiques, dont je ne suis pas tout seul là-dedans, il est illusoire de croire que les pays en développement puissent ramener à zéro leurs émissions de CO2 au cours du présent siècle. Ça, c'est une lubie qu'il faut mettre de côté. Ce serait pourtant une condition essentielle pour que l'effort canadien qu'on nous demande là, ait un certain sens. Donc, on doit réaliser que les efforts qu'on nous demande vont coûter des centaines, sinon des milliers de milliards de dollars, et ça va nous demander également des contraintes pénibles qui n'auront aucun effet significatif sur l'évolution de la température de la Terre au cours du présent siècle. Donc, on vient de le démontrer là, avec des chiffres à l'appui. J'ai pris les chiffres du GIEC, des équations très simples. S'il y a des auditeurs qui veulent plus de détails, ils peuvent m'écrire un email. Donc, avec les chiffres et les méthodes de calcul, même du GIEC, on vient de démontrer que ces dépenses-là, les dépenses canadiennes, sont inutiles en regard d'un objectif futile finalement de carboneutralité. Donc, 2% des émissions sur 100%, puis une réduction de 0,004%, 0,4 degrés Celsius en 2050, ça ne vaut pas la peine. C'est much ado about nothing. Et donc là, ça permet aussi de redécouvrir. On a vu aussi Greenpeace revenir sur ses positions, par exemple, contre le nucléaire. Est-ce que le nucléaire redevient pas une sorte de solution? Ça, c'est la première question. Et l'autre, est-ce que cet avis idéologique que tu as décrit là, est-ce que ça ne vient pas aussi freiner le développement économique des pays qui veulent appliquer ce sort de blocage idéologique, on va dire? Il est largement démontré que toutes ces contraintes qui
qui prétendent mener à une carboneutralité ont une influence délétère sur l'économie. Ça, c'est indéniable. C'est un frein extraordinairement puissant au développement économique. Ta première question, c'était? Le nucléaire, la Le redécouverte. nucléaire, oui. Oui. On, on a vu récemment que sous François Hollande en France, l'énorme erreur qu'on a faite de négliger d'abord l'entretien d'un parc nucléaire très important et la fermeture de centrales aussi importantes que Fessenheim, qui est une erreur colossale, et on fait marche arrière, on rétropédale maintenant en nucléaire en France. Il faut rappeler que les Français et les Russes sont les deux spécialistes de l'énergie nucléaire. Je pense, et je ne suis pas le seul scientifique à le penser également, je suis aussi ingénieur. Comme ingénieur, je pense que l'énergie, présentement, qu'il faut développer, c'est le nucléaire. Je serais d'ailleurs beaucoup plus sensible au développement de petites centrales nucléaires pour des quartiers, par exemple, plutôt que de gros monstres. La tendance actuelle montre que c'est peut-être la solution pour l'avenir. Je ne crois pas que l'éolien ou le solaire a un avenir prometteur. D'abord, c'est au point de vue environnemental, quand on regarde ce que ça coûte pour développer un parc d'éoliennes en béton, en acier d'armature, avec les fameuses pales, les cimetières d'éoliennes qu'on découvre, qu'on a présentement aux États-Unis. Bon, ce sont des matériaux qui ne sont pas recyclables. Enfin bref, l'énergie qu'on prétend écologique ne l'est vraiment pas. Puis de toute façon, c'est marginal. Ce sont des énergies intermittentes. Quand il fait froid, c'est là où on a chez nous le besoin le plus important d'électricité. Quand il fait froid, ils ne vendent pas. Donc, on n'a pas d'électricité. Il faut des barrages, mais il y a des limites au harnachement possible de nos rivières québécoises. Il va falloir que le Québec, éventuellement, fasse comme le reste du monde moderne, passe au nucléaire. On n'aura pas le choix. On reviendra sur une autre chronique parce qu'effectivement, il y a une usine nucléaire au Québec qui a été fermée. On reviendra là-dessus. Alors, je rappelle que vous pouvez aller sur le blog de Reynald, duberger.mi. Et puis, si vous voulez lui écrire, il y a rduberge@ucac.ca. Donc, vous pouvez lui poser des questions et compléter. Vous avez le texte de son intervention et tous les textes qu'il écrit régulièrement. Donc, vous pouvez continuer à réfléchir avec lui. N'hésitez pas. Je vous conseille, on apprend plein de choses. Voilà. Merci beaucoup, Reynald, et à une prochaine chronique. À la prochaine, au revoir.